Bonjour à tous, donc je suis Marguerite Espada, je m'occupe du pôle formation de VRMS et j'ai le plaisir de vous présenter, un peu comme chaque année, les nouveautés de FME 2024 avec Vincent Alou et puis après avec Alexandre Bizien. Pour ma part, je vais me concentrer sur les nouveautés de FME Form et puis Vincent vous parlera de FME Flow. Je vais commencer par vous parler d'interface, je vous parlerai ensuite des nouvelles fonctionnalités et puis je vous parlerai un petit peu, d'intelligence artificielle. Alors, pour commencer, je vous parle d'interface, bien parce que c'est une évidence, pour tous ceux qui ont déjà, installé et utilisé, FME 2024, c'est une évidence. Toute l'interface a été entièrement revue. Safe a annoncé vouloir une interface zen. Alors honnêtement, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire une interface zen, mais l'objectif est de rendre l'utilisation de FME plus intuitive. Et pour ce faire, l'intégralité des outils, que ce soit les transformers, les readers et les writers, ont été tous revus. Et puis, les icônes et tous les outils ont été homogénéisés et simplifiés. Ainsi, fini les couleurs dans la barre d'outils ou dans le navigateur. Et puis, ce qui me semble plutôt intéressant, en termes d'interface, ça va concerner nos fenêtres et on va gérer un peu mieux l'affichage de nos fenêtres. On va pouvoir mieux les disposer, mieux les organiser et enregistrer nos organisations. Donc, je vais vous montrer rapidement. Je vais ouvrir un projet déjà conçu, voilà, avec tout un tas de fenêtres qui sont à ma disposition. Et puis, la première des choses que je vais pouvoir faire, tout simplement, je vais pouvoir épingler mes fenêtres. Ça va me permettre de mieux gérer mon affichage principal, ma fenêtre principale, de mieux la visualiser. Et puis, ce qui me paraît aussi intéressant, c'est que je vais pouvoir, alors comme on le faisait déjà, déplacer et positionner mes fenêtres là où bon me semble, mais je vais être assisté d'un petit curseur qui va me permettre de mieux ancrer ma fenêtre, soit par rapport à l'interface générale, soit en me positionnant dans une autre fenêtre. Voilà, donc j'ai un petit assistant qui va m'aider pour ancrer et organiser mes fenêtres. Et puis surtout, ce qui me paraît être plus intéressant, c'est que dorénavant, je vais pouvoir justement enregistrer l'agencement, cette disposition qui me convient. J'ai donc pour cela un menu affichage et le tout menu disposition qui n'existait pas les années passées, dans lequel je vais pouvoir enregistrer cet agencement qui m'intéresse. Alors imaginons tout simplement que j'utilise FME avec deux cas de figure. Le premier, c'est tout simplement je construis des scripts. Et donc pour ce faire, j'ai besoin certainement de la galerie des transformers, de la fenêtre de prévisualisation, et puis éventuellement de la fenêtre d'information sur l'entité. Donc je vais enregistrer cette disposition pour pouvoir la réutiliser plus tard. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai enregistré une disposition que j'avais appelée développement. Et puis l'autre cas de figure, c'est quand je suis plus en charge de la production de mes scripts, de leur maintenance. Et donc dans ce cas-là, j'ai plus besoin de toutes ces fenêtres. Par contre, il y en a une qui m'intéresse particulièrement, c'est la fenêtre de log. C'est la raison pour laquelle j'ai enregistré cette disposition que j'avais appelée production. Et donc je vais pouvoir switcher finalement entre mes dispositions qui me conviennent en fonction de l'utilisation euh, de FME. Toujours en termes de fenêtres et d'interface, on a une nouvelle fenêtre qui est la fenêtre d'inspection de prévisualisation du schéma. Alors, je rappelle, qu'est-ce que c'est que le schéma? C'est mon modèle de données, tout simplement. Autrement dit, c'est la liste de mes attributs, leur nom et leur type. Et donc, on a une nouvelle fenêtre qui se retrouve aussi dans le menu affichage, fenêtre de prévisualisation du schéma. Cette fenêtre de prévisualisation du schéma, va me permettre d'inspecter à toutes les étapes de mon script, que ce soit un reader, un transformer ou un writer, je vais pouvoir inspecter mes attributs. Alors, ça a du sens d'inspecter les attributs lorsque je veux contrôler la présence, voire l'absence d'attributs, ou éventuellement quand je suis dans une logique de schéma dynamique et que je veux à un moment précis voir la liste de mes attributs pour éventuellement les exploiter par la suite dans un schéma qui serait construit dynamiquement. Donc voilà en ce qui concerne l'interface du Workbench. Alors plus particulièrement concernant la fenêtre de prévisualisation et donc le Data Inspector, une nouveauté qui est assez intéressante, puisque jusqu'à présent, jusqu'en octobre 2023, on pouvait utiliser une carte libre de droit comme carte de fond, qui était la carte OSM, la carte Statement Maps, mais il fallait la configurer.
Avec FME 2024, on n'a plus besoin, alors on ne va plus utiliser la Stamen Maps, on utilise la carte Stadium Maps, mais l'avantage, c'est qu'elle est déjà configurée, donc aucune configuration à faire. Vous avez déjà, de fait, une carte de fond que vous pouvez exploiter. Et plus précisément, en fait, vous avez 3 cartes de fond. Vous avez la carte Stadia classique, mais vous avez également une carte plus sombre et une carte clarifiée qui permet de mieux visualiser vos propres données à vous. Donc voilà ce qu'il fallait retenir en termes d'interface, une interface simplifiée qui doit faciliter votre utilisation de FME. Alors, en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités 2024, il faut bien l'avouer, FME 2024 n'est pas révolutionnaire en termes de nouvelles fonctionnalités. Ceci étant, il y en a certaines qui nous paraissent quand même assez intéressantes. La première des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités, c'est la mise à niveau de transformeurs par lot, et c'est bien ça la nouveauté. Jusqu'à présent, on procédait transformeur par transformeur, individuellement. Maintenant, on a la possibilité de mettre à jour par lot mes transformeurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir générer un rapport de mise à jour qui va être généré au format CSV. Donc, je vais réouvrir mon petit projet, je vais basculer dans la fenêtre, dans la disposition production, pourquoi pas. Et donc, dans le navigateur, on visualise ici, comme elle existe déjà, cette section, une section donc, qui me liste les transformeurs que je peux mettre à jour. La nouveauté, c'est que je peux faire un petit clic droit, et là, je vais pouvoir les mettre à jour par lot, c'est-à-dire tous mes transformeurs. Et là, j'ai 2 options intéressantes. La première, je vais pouvoir créer une sauvegarde de mon traitement actuel. Ça, c'est une bonne pratique. Vous devez le savoir, mais bon, mettre à jour des transformeurs, c'est un petit peu délicat. Donc, il faut tester. Donc, c'est une bonne pratique que de sauvegarder le traitement en cours. Et puis ensuite, si je choisis de mettre à niveau, je vais avoir une deuxième option. Et celle-ci, elle me paraît fort intéressante. C'est que je vais pouvoir générer un rapport de mise à niveau de mes transformeurs. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Et puis, on va aller inspecter mon répertoire destination. Donc je suis ici. Et donc j'ai bien créé 2 répertoires. Un répertoire de sauvegarde dans lequel se trouve évidemment ma sauvegarde, et puis un répertoire qui va stocker mon rapport de mise à jour. Alors on peut l'inspecter, c'est ce que je vais faire. Je vais l'ouvrir dans Data Inspector, qui va s'ouvrir. Donc c'est fort intéressant parce que je vais avoir une vision de ce que j'ai fait. Alors je vais ouvrir ce fichier CSV, je vais simplement lui indiquer l'encodage comme étant de l'UTF-8, sinon je risque d'avoir des mauvaises surprises. On est là, et donc on va pouvoir inspecter la liste des transformeurs qui ont été mis à jour ou qui n'ont pas été mis à jour. C'est le cas ici. On visualise bien ici, j'ai la liste de mes 9 transformeurs. Je vois ceux pour lesquels la mise à jour a fonctionné avec les versions employées. Et puis je vois également des transformeurs pour lesquels la mise à jour n'a pas fonctionné, et donc il va falloir une intervention manuelle pour que la mise à jour puisse correctement fonctionner. Donc voilà ce qu'il fallait retenir de cette mise à jour par lot. Encore une fois, j'insiste, il faut tester dès lors que vous faites de la mise à jour de transformeurs, testez vos résultats. Vous pouvez toujours avoir des mauvaises surprises. Une deuxième fonctionnalité qui me semble pour le coup très intéressante, elle concerne le HTTP Color. Dès lors que vous allez vouloir vous connecter à des API qui sont basées sur la norme OpenAPI. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir importer le fichier de spécification de l'API, et donc vous allez pouvoir aisément, c'est un assistant finalement de requête à votre API. Alors, en guise de démo, j'avais envisagé de travailler sur l'open data de la ville de Paris, sur l'API de la ville de Paris. Et donc, la première étape indispensable, c'est d'aller me documenter, de visualiser, d'inspecter la documentation de mon API. Et donc, je vais retrouver toutes les méthodes, toutes les requêtes qui sont à ma disposition, par exemple, le get catalog dataset pour lister les jeux de données qui sont à ma disposition. Je peux récupérer tous les enregistrements d'un jeu de données en particulier. Bref, je me documente sur mon API. Et puis surtout, en haut ici, je vois que je peux télécharger un Swagger. Alors qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni plus ni moins que cette documentation que je suis en train d'analyser, qui est enregistré dans un fichier JSON et que je vais précisément pouvoir utiliser dans FME, et plus particulièrement dans le HTTP Caller. Il va m'assister dans la construction de ma requête. Alors, je vais rebasculer dans mon Workbench, et puis je vais ouvrir un projet sur lequel j'avais déjà un petit peu bossé. Donc mon objectif, tout simplement, c'est de me connecter
à l'Open Data de la ville de Paris. Donc pour ce faire, eh ben, j'initialise mon script avec un creator et je le connecte à un HTTP caller. Donc je fais ma connexion. Oups. Oups, il y a un problème. Alors, je vais zoomer, j'y vois pas assez bien. Et voilà. Jusqu'à présent, c'était à moi de définir mon URL, la méthode HTTP que je voulais employer, et puis les paramètres complémentaires de la requête. En 2024, j'ai une nouvelle option fort utile. Je vais pouvoir importer depuis OpenAPI. Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que je vais justement pouvoir importer mon Swagger que j'avais déjà enregistré et qui se trouve ici. Et donc, je visualise ici l'arborescence de ma documentation. Par exemple, je vais pouvoir choisir de faire du get catalogue tout simplement pour lister tous les jeux de données qui sont à ma disposition. Et ma requête a été pré-remplie. L'URL est saisie, la méthode est saisie, et puis surtout, tous mes paramètres qui peuvent être nombreux, hein, et donc ça va évidemment me faire gagner en temps. Alors là, je vais peaufiner mes paramètres. Bon, je vais simplement supprimer ceux qui ne m'intéressent pas. Je vais mettre une limite de 100 documents, et puis je vais supprimer les autres. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. A priori, je vais supprimer la langue, c'est pas non plus nécessaire. Et donc maintenant, je vais pouvoir exécuter ma requête, tout simplement. Le HTTP caller exécute la requête, j'ai un retour, hein, donc a priori, je vais avoir un retour dans un attribut, hein, bon, peu importe, je vais pouvoir visualiser, voilà, la requête a fonctionné et m'a retourné tout mon résultat dans un attribut que j'exploite par la suite. Donc c'est ce que j'avais préparé. Et donc, tout simplement, hein, ma réponse étant au format JSON, je fragmente mon JSON en autant de fragments que j'ai de jeux de données. Et donc, après, je vais pouvoir, ainsi de suite, traiter ma donnée. C'est ce que je fais ici. Hein, je récupère un jeu de données, j'ai réemployé un HTTP Color pour aller ensuite interroger et aller plus loin, récupérer un jeu de données, des enregistrements en particulier. Donc, voilà l'intérêt de cette nouvelle fonctionnalité. C'est un assistant à ma requête API. FME 2024, c'est un nouvel outil. Alors, j'en avais déjà parlé l'année dernière, il était en tech preview. Cette année, ça y est, il est vraiment disponible. C'est un nouvel outil au même titre que le Workbench ou le Data Inspector. Il s'agit du Transformer Designer. C'est un outil technique dédié aux développeurs. Il va permettre de développer en Python des transformers en partant de rien. On va développer des transformers avec toutes les dépendances, la documentation, l'interface, etc., etc. Alors, c'est un outil très technique, donc je vous invite plutôt à consulter la documentation qui est très bien fichue, hein, elle est gérée par Safe, et vous avez là toutes les informations nécessaires si vous êtes intéressé par ce nouvel outil. Alors, j'attire votre attention, il ne change en rien la possibilité, hein, de générer des transformeurs personnalisés dans le Workbench. On est vraiment sur un outil dédié aux développeurs qui partent de rien pour construire leurs transformeurs. FME 2024, c'est bien entendu, comme chaque année, des nouveaux transformeurs et des nouveaux connecteurs. Et si vous voyez la diapo que je vous présente, la liste, elle n'est pas très impressionnante, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que la logique maintenant, c'est plutôt d'aller se connecter au FME Hub pour aller télécharger des nouveaux transformeurs. Et c'est une bonne pratique puisque FME a accru sa politique de qualité, de contrôle qualité des transformeurs qui sont déposés sur le hub pour en assurer leur fonctionnement, leur documentation, bref, leur utilisation. Et donc, c'est la raison pour laquelle, finalement, en termes de transformeurs, je vais vous en présenter que trois. Il y en a trois qui sont assez intéressants. Le Revit Styler, qui est, comme son nom l'indique, un transformeur dédié au format Revit et plus précisément à la symbologie Revit. On va pouvoir exploiter des familles Revit pour générer des attributs de format spécifiques et attendus par le writer Revit. Pour ceux qui travaillent sur la donnée 3D, la géométrie, les nuages de points, on a deux transformeurs qui se font écho. Le vertex normal remover et le vertex normal generator. Ils vont permettre de supprimer ou de générer des normales de vertex. Et puis, on a trois nouveaux connecteurs. Et puis, finalement, ce ne sont pas vraiment des nouveaux connecteurs, puisque ce sont simplement des connecteurs et ou des transformers qui ont été regroupés, agrégés dans de nouveaux connecteurs. Ainsi, on a le WebSocket Connector, qui regroupe finalement le WebSocket Sender et le WebSocket Receiver en un seul et unique connecteur. Il en est de même pour la gamme Autodesk et comme la gamme DSQS.
FME 2024, c'est aussi des nouveaux formats. Alors, en lecture et en écriture, on a le format Basis Universal, qui est un format d'échange de textures compressées. Ce qui peut être intéressant aussi en lecture et en écriture, le format GeoParquet. Pour ceux qui travaillent sur les nuages de points, on a aussi en lecture et en écriture le Cloud Optimized Point Cloud. Donc, c'est là aussi un format d'échange de nuages de points ultra compressé. Un format assez intéressant, le format Stack, disponible que en lecture. C'est un format de jeu géographique, de jeu de données spatiales, qui a une petite particularité, c'est qu'il intègre une notion de spatio-temporalité. Autrement dit, vous allez pouvoir lire de la donnée spatiale sur une emprise géographique spécifique, mais à un moment donné. Et puis, le format ZAR, disponible en lecture et en écriture, qui est un format basé sur le cloud, qui permet de lire et d'écrire des tableaux à plusieurs dimensions. Donc voilà pour les fonctionnalités qui qui nous paraissent assez intéressantes. Je crois qu'il faut retenir qu'on a de plus en plus d'assistance. Et ça me permet de faire le lien avec ce dont je vais vous parler maintenant, qui est FME et l'intelligence artificielle. Alors, on en a déjà un petit peu parlé l'année passée, mais voilà, on a de plus en plus la possibilité de faire appel à un assistant IA. Donc, je dis bien que c'est un assistant IA. Et donc, avec FME 2024, on va appeler cet assistant pour des tâches assez précises et assez techniques. C'est la raison pour laquelle on va les retrouver dans des transformeurs assez techniques. Dès lors que je vais vouloir mettre une instruction SQL ou d'écrire du code Python un peu compliqué, ou lorsque je veux faire une recherche de caractères, par exemple, en exploitant une expression régulière. C'est la raison pour laquelle on va les trouver tout simplement dans le Python Caller, Python Creator, SQL Executor, SQL Creator, et puis tous les transformers qui vont vous permettre de saisir des expressions régulières. Je pense notamment au string searcher. Alors bon, je vais rapidement vous faire une petite démo. J'ai préparé un jeu de données qui est ici, qui contient tout un tas d'adresses mail. Et puis moi, je ne suis pas très calée en... Alors, je vais basculer, si vous voulez bien, dans la disposition de développement, de sorte à afficher ma prévisualisation. Voilà, donc je vous disais, moi, je ne suis pas très calée en expression régulière et je veux extraire de mes adresses mail mon nom de domaine. Eh bien, je vais passer par le string searcher, tout simplement, dans lequel je peux définir une expression régulière. C'est ce que je vais faire ici. Je vais chercher dans mon adresse mail. Et puis, plutôt que de m'enquiquiner à réfléchir et à tester mes expressions régulières, eh bien, je vais là, dans ce cas, aller chercher mon assistant IA que je vais solliciter. Je ne sais pas, dans une adresse mail, isole le nom de domaine. Donc, l'IA va travailler pour moi, donc ça peut prendre un certain temps. La requête va être exécutée. Elle devrait me retourner une expression régulière. Alors, l'intérêt, c'est que je peux directement l'appliquer. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et puis surtout, j'ai quand même une petite explication. Donc ça me permet quand même un peu de comprendre ce que je fais. Donc ce n'est pas négligeable. Donc je vais l'appliquer tout simplement. J'applique mon expression régulière dans mon transformer. Et puis après, charge à vous, bien entendu, de tester et de vérifier le résultat. Ce n'est qu'une assistance, rien n'est garanti. Bon, a priori ici, ça a bien fonctionné. Il m'a bien retourné un nom de domaine. Mon expression régulière me semble cohérente. Donc voilà, un assistant pour, pour des parties un peu techniques. Et puis, je voudrais vous parler d'un reader qui est basé donc sur l'IA. Il s'appelle Générative IA. Il me semble intéressant puisque son objectif, c'est de créer de la donnée. Donc, ça peut être intéressant quand on est dans des logiques où je veux tester un script avec un échantillon de données, avec des jeux de données de test. C'est quand même un outil qui peut être fort intéressant. D'autant qu'il est en capacité de créer de la donnée géographique. Alors, il repose quand même. Alors, clairement, c'est un reader qui est en développement, en construction. Il n'est pas encore optimal, mais je pense que dans les années à venir, il risque de nous être fort utile. Charge à vous d'être très précis. Si vous voulez avoir un résultat cohérent qui correspond à ce que vous attendez, charge à vous dans le libellé d'être très très précis sur ce que vous voulez. Si vous voulez la donnée géographique, alors il va falloir être très explicite. Vous ne pouvez pas dire crée-moi de la donnée géographique. Le résultat ne sera pas bon. Il faut lui donner des petites billes en plus. Donnez-moi une donnée géographique GPS avec une latitude, une longitude, dans tel système de coordonnées. Voilà. Plus vous allez être précis, plus le résultat sera bon.
il génère pas des énormes. Enfin, si vous souhaitez créer un énorme jeu de données, alors pour l'instant, il ne fonctionnera pas bien. Au-delà de 50 entités, il n'est pas optimal. Donc, créer des petits jeux de données. On pourrait imaginer aussi créer des jeux de données conformes et non conformes pour tester voilà, un script ou un process. Donc voilà ce que je voulais vous dire, moi sur FME 2024. Je crois qu'il faut retenir qu'on a de plus en plus d'assistance finalement. Voilà, alors j'en ai presque fini. Je voudrais vous dire un tout petit mot sur la sécurité. Alors, FME 2024, c'est plus de sécurité, ça c'est la politique générale de SAFE, c'est d'accroître la sécurité. Et donc en 2024, le chiffrement a été renforcé, ce qui devrait n'avoir strictement aucun impact pour vous, utilisateurs de FM Form. Autrement dit, toutes vos connexions nommées devraient fonctionner. Vous devrez avoir strictement aucun souci. Je vous invite à consulter une page qui me semble intéressante, page informative justement, sur tous les problèmes de sécurité rencontrés et toutes les solutions qui ont été apportées. Donc ça, c'est intéressant que d'avoir, d'y jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Ça peut être fort utile. Eh bien, j'en ai fini. Je vais passer la main à Vincent qui va aussi vous parler de chiffrement et de sécurité, mais cette fois-ci du côté du serveur. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je reste bien entendu disponible pour les questions-réponses après l'intervention d'Alexandre. Merci à tous. Et merci Margot. Et bonjour à toutes et à tous, c'est bonne conférence. Je suis Vincent Laloux et je vais vous présenter les nouveautés de FME Flow 2024. Alors, pour celles et ceux qui sont au courant, FME Flow 2024, il n'y a pas eu énormément de nouveautés. Du coup, on a mixé avec des nouveautés qui sont arrivées fin 2023, courant 2023 et début 2024. Comme l'a dit Marguerite, on va dire, le point central de Safe vis-à-vis des nouveautés, c'est aussi un renfort de la sécurité. Donc un renfort à la fois sur FME Form, mais aussi sur FME Flow. Donc vous allez certainement remarquer quand vous allez installer FME Flow 2024, ces renforcements de sécurité-là. Donc dans un premier temps, on a un changement des noms et un nouveau niveau de sécurité. Donc le sécurisé défaut devient faible et le mode restreint devient le mode standard recommandé. Donc ça, c'est simplement des changements de nom et des ajouts. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est une clé de chiffrement unique pour chaque FME flow. Maintenant, il n'y a plus de clé entre guillemets partagée, ce qui permettait tout un tas de simplicité, mais je vais vous montrer ça facilement maintenant. Ce qu'il faut savoir, la première fois que vous allez vous rendre dans FME Flow 2024, ou si on va un peu plus loin, c'est FME 2023.1 et les futures versions, vous êtes invité à télécharger une clé de chiffrement unique. Alors, faites-le, ne perdez pas cette clé parce que sinon, vous allez avoir des petits soucis au niveau des clés de chiffrement et au niveau surtout des informations sensibles. Et on reparlera un peu des informations sensibles après. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas téléchargé votre clé de sécurité la première fois, il n'y a pas de problème, le menu s'ouvrira plus. Vous pouvez très facilement aller dans Configuration système, sécurité, et à cet endroit-là, vous avez chiffrement système. Et donc, vous remarquez que le mode par défaut maintenant, c'est le mode standard recommandé. Donc, chaque FME Flow a sa propre clé de chiffrement. Et on vous dit, enfin, on vous met en garde concernant ces deux, trois petites choses. Simplement, cliquez sur le bouton télécharger la clé et sauvegardez-la précieusement. Pourquoi? Je vais vous montrer ça un petit peu après, sinon vous aurez des petits impacts sur vos données. À savoir que à quoi servent ces clés de chiffrement? Et ben, tout simplement, quand vous faites des backups, des restaurations de vos backups sur des nouveaux FME Flow ou des FS Project qui contiennent des informations sensibles, et on reviendra sur cette notion aussi, et ben, les informations sont chiffrées pour éviter qu'un attaquant puisse potentiellement retrouver des informations. Alors, c'est plus compliqué que ça, sur même sur les clés actuelles que vous avez sur vos FME Flow ou sur vos FME serveurs. Ça nécessiterait quand même du reverse engineering assez poussé pour retrouver vos informations. Mais quoi qu'il en soit, Safe Software a renforcé la sécurité. Donc maintenant, il n'y a potentiellement plus aucun risque vis-à-vis de ces clés de chiffrement et de ces informations sensibles. Alors, où est-ce que vous pouvez retrouver ces informations sensibles? Donc, comme je vous l'ai dit, lors des backups, on va cliquez sur créer une sauvegarde et ici, vous avez le mode de sécurité standard activé. Donc, il vous dit, est-ce que j'ai la clé de chiffrement, oui ou non? Si vous n'avez pas la clé de chiffrement, l'un des risques et même le plus grand risque, c'est que vous ne puissiez plus déchiffrer vos informations sur votre nouveau FME Flow. Et même principe avec, par exemple, les FS Project.
Donc, tout simplement, quand vous allez dans Projet FME Flow, si vous créez un nouveau projet, donc là, je vais en faire un hop, pour du test. Je vais ajouter un élément totalement au hasard. Puis on va prendre un traitement spécifique. Hop. Donc, si je crée mon FS Project, donc ça, c'est si j'avais envie de l'importer dans mon nouveau FME Flow. Donc, si je clique sur Exporter, vous voyez que les informations sensibles, je peux choisir de les exclure ou de les inclure. Donc, les informations sensibles, hein, bien entendu, ce sont tout ce qui est mot de passe de vos utilisateurs, donc concernant aussi les connexions nommées, pas simplement les mots de passe que vous pouviez avoir de vos différents users. Donc, gardez précieusement ces clés. Et puis après, on parlera un peu de bonnes pratiques que vous pouvez commencer à mettre en place sur vos FME Flow. Quoi qu'il en soit, ne paniquez pas vis-à-vis de ces clés de chiffrement. De toute façon, ça concerne normalement plutôt les administrateurs côté backup et certains utilisateurs pour les FS Project. Vous êtes guidé tout au long de la démarche, puisque vous remarquez qu'à chaque fois, on vous met en garde sur la nécessité d'avoir la clé de chiffrement lorsque vous faites vos FS Project ou vos backups. Donc, suivez bien les instructions, gardez précieusement vos clés de chiffrement, cela évitera tout un tas de problèmes par la suite. Avant de parler des petits problèmes qu'il pourrait y avoir, ce qu'on peut vous conseiller, et ce qui pourrait être utile, c'est que par exemple, si vous avez plusieurs environnements, par exemple un environnement de recette, un environnement de pré-prod et un environnement de prod, et ben, c'est de potentiellement partager la clé, par exemple entre un environnement de pré-prod et prod. Pourquoi pas aussi sur les trois environnements, hein, si vous voulez aller jusque-là. Comme ça veut dire que tous vos FME serveurs, enfin, vos FME Flow, vos trois FME Flow peuvent fonctionner ensemble facilement sans que vous ayez besoin à chaque fois de changer la clé. Donc, en allant dans sécurité, chiffrement système, et ça vous évitera de changer la clé à chaque fois et d'avoir trois clés différentes. Quoi qu'il en soit, vous pouvez après choisir de faire ce que vous voulez, mais une des pratiques qui pourrait se faire, c'est de partager cette clé-là au moins entre un serveur de pré-prod et prod, et pourquoi pas avec un environnement de recette. À savoir que je vous laisserai plutôt aller voir la documentation sur la partie si vous choisissez de générer une nouvelle clé de chiffrement, puisque cela a quand même un impact sur le mot de passe de FME Flow, et donc sur le mot de passe de la base de données, et donc il y aura quelques petites manips à faire. Donc quoi qu'il en soit, vous n'avez pas besoin de générer de nouvelles clés si vous avez bien téléchargé votre première clé de chiffrement au tout début, donc normalement vous ne devriez pas avoir à en régénérer une nouvelle. Mais si jamais vous arrivez jusque-là, bah, n'hésitez pas à nous contacter ou d'aller voir la documentation parce qu'il y aura des petites manips côté FME Flow. Alors, quelques petits problèmes, en tout cas un problème qu'on a pu remarquer avec ce changement de chiffrement, c'est que lorsqu'on fait la mise à jour vers des FME Flow plus récents, donc 2023.1 et plus, il y a certaines connexions nommées qui potentiellement nécessitent une nouvelle republication depuis un FME Form pour être totalement chiffré dans les nouvelles normes de Safe Software, donc FME Form et FME Flow en l'occurrence. Et comment vous vous en rendez compte? Alors, ça peut être, il peut y avoir plusieurs logs d'erreur, hein, mais généralement, c'est un message qui concerne un déchiffrement d'une clé. Si vous avez ce message-là, normalement, vous pouvez facilement vous douter qu'il faut potentiellement republier la connexion nommée. Mais si vous avez des doutes ou quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter parce que c'est des problèmes qu'on a déjà recensés. Donc, on sera à même de vous aider vis-à-vis de ces connexions. On a fini sur la partie sécurité, c'était le plus gros changement de FME Flow. Et on va plutôt parler maintenant de page d'administration, donc la nouvelle page d'administration des moteurs qui est arrivée courant 2023. Elle est plus simple, elle contient des sous-menus et on peut aller plus loin dans les règles qu'on peut mettre en place sur notre FME Flow. Donc si on va dans la notion, enfin le menu gestion des moteurs ici, maintenant on a la vue d'ensemble complète de notre FME Flow en l'état, donc le nombre de jobs en attente, le nombre de files occupées, le nombre de moteurs qui sont aussi en cours d'exécution. Et ici, vous retrouvez toutes vos files d'attente, vos moteurs, le nombre d'autres que vous avez si vous êtes sur plusieurs machines potentiellement. Et après, vous avez aussi la notion de stream qui peut être en bas. Quoi qu'il en soit, maintenant, si vous voulez changer le nombre de moteurs, c'est assez facile aussi. Vous pouvez aller dans Moteurs, très simplement ici, éditer le nombre de moteurs que vous voulez et facilement cliquer sur Éditer et avoir une gestion plus fine. Donc là, je vais juste ajouter 2 moteurs supplémentaires et retourner dans mon onglet Moteurs. Donc là, maintenant, j'ai bien mes 4 moteurs qui sont allumés puisque j'en ai demandé 2 supplémentaires. Au niveau des files d'attente, bah, c'est pareil, vous retrouvez la même logique sur le principe. Donc, vous pouvez éditer les priorités donc, de vos différentes files d'attente. Vous pouvez en créer facilement et réinitialiser vos statistiques si besoin. Donc, ça, c'est par rapport aux métriques, notamment, de vos FME, de vos moteurs.
Dans les règles de routage de job, donc c'est là où il y a eu des petits changements aussi. Vous allez voir que maintenant, on peut aller plus finement, gérer plus finement qui ou potentiellement quel projet est exécuté sur tel moteur. Donc, tout simplement, maintenant, vous avez cette notion de nom d'utilisateur, rôle d'utilisateur, ou même carrément, je peux aller au traitement si besoin. Donc, je peux très bien dire qu'un rôle dans mon FME Flow a des moteurs réservés pour de l'exécution de traitement. Donc là, tout simplement, je pourrais dire que mon traitement Austin Download pourrait être sur une liste d'attente. Bien entendu, il faut que je crée des listes d'attente hein, pour affecter mes moteurs. Donc là-dessus, c'est la même logique qu'avant sur la notion des listes. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté, hein. On peut gérer plus finement les exécutions sur nos différents moteurs. Sur la règle d'affectation des moteurs, il n'y a pas de changement non plus. La seule chose que qu'on peut noter, c'est la limite. Donc maintenant, on peut définir un nombre de moteurs par liste d'attente. Donc là, vous voyez que je peux affilier tous mes moteurs à n'importe quelle liste d'attente si j'en crée. Ben maintenant, je peux limiter. Je peux dire que chaque liste d'attente contiendra au maximum deux moteurs. Donc c'est de la gestion aussi plus fine de notre FME Flow. Nouveauté qui est arrivée aussi, donc c'est les périodes actives. À quoi ça sert? C'est un peu cette notion d'heure creuse, heure pleine. C'est le fait de dire, par exemple, que les règles qu'on a définies au niveau des moteurs, donc par exemple, qu'ils soient sur telle liste d'attente, qui vont exécuter tel ou tel traitement, et ben maintenant, on peut dire que ces listes d'attente ne sont valables, donc ces règles d'affectation de moteur, que pendant certaines heures, pendant la journée. Donc c'est-à-dire, par exemple, de 8 heures à 20 heures, je peux dire que toutes mes règles sont à l'arrêt pour que tous mes moteurs soient sur la file par défaut. Comme ça, toutes mes exécutions de la journée que mes utilisateurs ont besoin, tous les moteurs sont disponibles. Et le soir, par exemple, à 20 heures, je peux mettre une fin hein, de ces périodes potentiellement, ou faire l'inverse, hein, ça dépend comment on configure. Et du coup, dans ce cas-là, la nuit, mes différents moteurs sont affectés à mes différentes listes d'attente et je retrouve une notion de parallélisation aussi de mes différents traitements si j'en ai besoin, notamment si j'ai mis des tâches planifiées, si besoin. Donc ça, c'est vraiment les changements d'interface et de fonctionnalité. Et on va retrouver une dernière notion notamment l'utilisation des remote engines, donc des moteurs distants dans les automations. Alors, qu'est-ce que c'est? Alexandre Bizien vous avez déjà présenté ça l'année dernière, c'était la nouveauté de 2023, la notion de service de moteur distant. Globalement, à quoi ça sert? Eh ben, si vous avez potentiellement des bases de données qui ne sont pas dans le même réseau que votre entreprise, vous pouvez très bien décider d'installer un nouveau FME Flow ou juste le service des moteurs distants, c'est aussi possible. Et dans ce cas-là, vous allez faire exécuter des traitements sur ces moteurs-là. Alors, comment ça fonctionne? Sur le principe, ici, on peut très bien se connecter avec un HTTPS, etc. hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne vais pas forcément aller jusqu'au bout. Et je vais pouvoir dédier des moteurs. Donc, forcément, il va falloir que je crée une liste d'attente. C'est aussi le but. Donc, on pourra aussi très bien gérer ça avec la notion de période active, dire que ces moteurs-là sont dédiés pendant la journée sur ce serveur-là. Et puis la nuit, le fonctionnement revient à la normale et tous mes moteurs sont sur mon premier serveur. Globalement, en fait, on va dédier un nombre de moteurs et une liste d'attente sur ce nouveau FME Flow-là. Et du coup, on va pouvoir, entre guillemets, exporter nos traitements sur ce FME Flow-là, c'est automatique, et ça évite de faire transiter des données potentielles à travers du réseau, puisque comme ça, on sécurise totalement les données et les transactions, puisque le traitement se fait sur le moteur distant ou sur les moteurs distants, et vous récupérez simplement le résultat. Donc, si c'est des écritures en base, vous n'avez pas grand-chose à faire. Et si c'est simplement de l'export de fichiers, vous pouvez retrouver vos exports selon la configuration de vos différents traitements. Donc, c'était simplement pour le rappel des services de moteurs distants. Maintenant, ces moteurs distants sont utilisables dans les automations. Donc, il n'y a pas grand-chose à gérer là-dessus. C'est simplement que vous allez avoir une liste d'attente dédiée à cette exécution-là et vous allez dire que votre automation va s'exécuter sur cette liste d'attente et donc, du coup, être déporté sur votre nouveau FME Flow, enfin, sur le service des moteurs distants, sur votre nouveau serveur qui est plus proche des données. Donc ça, c'était vraiment les nouveautés. Il n'y a pas d'autres grandes nouveautés de FME Flow, donc je ne vais pas forcément aller plus loin, je vais m'arrêter là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais simplement terminer avec la traduction française. Vous avez remarqué que Marguerite et moi étions en français sur l'interface, donc à la fois FME Flow et FME Form. Donc pour FME Form, bien entendu, ça concerne tout ce qui est interface des applications, tout le paramétrage des transformers, la documentation et l'aide. Et bien entendu, sur FME Flow, c'est plutôt tout ce qui est interface du FME Flow. Et vous allez retrouver les différentes versions dès maintenant, si je ne dis pas de bêtises,
sur notre Vestor. Il me semble que les ressources sont passées en public et que vous pouvez les télécharger et les appliquer sur vos différentes installations. J'en ai terminé pour les nouveautés et pour la traduction, la francisation. Et je vais laisser la main à Alexandre Bizien sur la partie Data Connector. Merci. Et merci Vincent. Merci Vincent pour cette présentation. Alors, ne paniquez pas, les questions vont arriver. On va répondre aux questions juste après cette partie-là. Euh, je suis donc Alexandre Bizien et je vais vous présenter les nouveautés qui sont liées au Data Connector. Donc, mise à jour et nouveaux transformers. On va voir ça. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est les Data Connectors? Eh bien, ce sont une famille de transformers personnalisés développés par VRMS qui a pour but de se connecter à différents services, alors des services de calcul de données ou des services de distribution de données. Actuellement, on peut constater, voilà, on a les transformers pour se connecter aux services de l'IGN, les services de géocodage, d'alticodage, d'itinéraire et d'isochrone. Un transformer donc, pour récupérer des données de l'INSEE via l'IGN, et donc un transformer qui nous permet de récupérer les données d'OpenStreetMap au travers d'OSM Overpass. Je vais tout d'abord commencer par les nouveautés liées au transformer IGNF Connector. Donc, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que l'IGN a entamé depuis le début de cette année une migration de leurs services vers la géoplateforme. Donc, cela a entraîné une modification des URL qui sont utilisées pour utiliser les services et ça nécessite donc une modification de tous les outils qui utilisaient eh bien, ces services, donc d'isochrone, d'alticodage, etc. On a donc mis à jour les transformers pour utiliser ces nouveaux services de la géoplateforme. Et donc, ils sont utilisables à partir de FME 2022.2 euh, sur des versions récentes de FME. Donc. Vous pouvez retrouver ces transformers sur le Vestor, bien évidemment. Donc, notre plateforme de partage de ressources de VRMS. Enfin, on va voir de nouveaux transformers qu'on a intégrés au Data Connector qui vont être liés à des services de Google Solar. Alors, euh, nous, à VRMS, on a une volonté de développer ces transformers, les data connectors. On veut se connecter à plus de services et distribuer plus de données à nos utilisateurs. Et on pense que Google Solar est un service intéressant pour nos utilisateurs, notamment les utilisateurs dans le domaine de l'énergie. Je vais peut-être commencer par vous présenter ce que sont les services Google Solar. Donc, les services Google Solar, c'est un service qui est en dessous de Google Cloud et qui nous permet de récupérer des données sur des potentiels solaires de bâtiments. On va pouvoir récupérer un certain nombre d'informations vis-à-vis de ces bâtiments, donc leur potentiel solaire. On va pouvoir analyser le bâtiment, analyser leur toiture, récupérer des images aériennes euh, de la zone du bâtiment. Et on va pouvoir donc concevoir des installations de panneaux solaires, analyser l'ombrage et le potentiel solaire de ces bâtiments. Donc dans Google Solar, ces services, ils se déclinent, enfin ils se résument en deux services euh, qui vont être Building Insights, qui va nous permettre de récupérer des informations vis-à-vis des bâtiments, justement sur leur potentiel solaire, sur eh bien, les géométries des pans de toit, peut-être des analyses financières. Et on va avoir un deuxième service, Data Layers, qui va nous permettre, lui, de récupérer plutôt des images. Donc, des informations sous forme d'images. Ça va être l'orthophoto, l'image aérienne, le modèle de surface numérique, les cartes de flux annuelles comme mensuelles, et les ombres horaires. Donc ces deux services de Google Solar, nous on les a traduits en deux transformers qui vont être Google Solar Building Insights et Google Solar Data Layers. Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc, je vais me rendre dans mon bench. Je fais un workbench de démo ici, dans lequel je lis une donnée, un point, qui est situé vers San Francisco. Et qui se base sur une maison. Alors si je zoome sur le point,
On va peut-être voir à la maison, voilà. Et ce point, donc, je vais l'envoyer dans ces deux nouveaux transformers, Google Solar Building Insights et Data Layers, que je viens de vous présenter. Ce point, une fois passé dans Building Insights, va nous retourner des informations. Alors, Building Insights, il va nous retourner plutôt des informations attributaires et géométriques. Ok, et il va nous rapporter plusieurs types d'informations. Alors, tout d'abord, des informations pardon, sur le bâtiment. On va retrouver eh bien, la boîte englobante du bâtiment, ainsi que diverses informations sur le bâtiment, voilà, la région, son code postal, des statistiques, des quantiles solaires, la surface du bâtiment au sol et au niveau du toit, ce type d'informations. On va ensuite avoir un port de sortie Roof Segments qui lui va retourner les différents pans de toit qui vont être détectés par Google. Vous voyez ici donc plusieurs emprises, enfin bounding box, qui englobent eh bien, les différents pans de toit du bâtiment que je suis en train d'analyser. Et donc, dans les attributs, je vais retrouver des informations sur ces pans de toit, donc notamment bah, le pitch et l'azimut, donc son orientation et son inclinaison. On va avoir une sortie Solar Panels qui, lui, va retourner des estimations faites par Google Solar, des estimations de production d'électricité en fonction d'une position qu'on pourrait avoir d'un panneau solaire sur un pan de toit. Donc, vous voyez que ce port de sortie retourne plein de points et on va pouvoir déterminer point à point eh bien, une estimation de production énergétique si je plaçais un panneau solaire à cet endroit-là. Ici, donc pour ce point, je produirais, selon Google, 617 kWh à l'année. On va ensuite avoir des configurations de panneaux solaires. Ça, globalement, c'est les recommandations de Google en fonction du nombre de panneaux solaires que vous voulez installer. Si je veux installer 10 panneaux solaires, Google va me dire bah, sur quel pan de toit il sera préférable de les placer pour avoir une installation optimisée et pour produire le maximum d'énergie. Donc, vous voyez ici, j'ai tout un tas d'entités qui retournent bah, les différentes configurations avec les différents nombres de, de panneaux solaires. Donc, panel count, c'est égal à... Et donc, pour 30 panneaux solaires, Google va me dire qu'il faut que je me place plutôt sur le pan de toit numéro 1, que je place les 30 à cet endroit-là, et j'aurai une production d'environ 21 000 kilowatts à l'année. On a enfin un port de sortie Financial Analysis qui lui va retourner des informations sur eh bien, des économies qu'on pourrait faire grâce à ce panneau solaire et grâce à ces différentes configurations qu'on vient de voir. Donc ici, on va avoir tout un tas d'informations. Il y a un problème par rapport à ce port, c'est que c'est un port qui est utilisable ou qui va retourner des informations seulement pour les données qui se trouvent aux États-Unis. Donc pour tous les bâtiments qui ne se trouvent pas sur le territoire des US, on n'aura pas ces informations d'analyse financière. On a ensuite le transformer Google Solar Data Layers qui lui va retourner donc plutôt des images. Ce qui fait ce transformer, c'est qu'il télécharge des géotifs en local et il lit ces géotifs euh, directement depuis ce qu'a renvoyé eh bien, l'API Google Solar. Et ici, donc, je vais avoir plusieurs ports de sortie hein, pour chaque image, enfin pour chaque type d'image que je vais recevoir. Donc, je vais avoir tout d'abord eh bien, le port de sortie DSM qui représente le modèle numérique de surface. Alors, voilà. Bon, et puis on le verra pas ici. Mais donc, ça nous retourne le modèle numérique de surface. On aura ensuite l'orthophoto, voilà, qui s'affiche. Le masque des toits qui nous retourne les différents, enfin une image qui nous permet de déterminer ce qui est des toits et ce qui n'en est pas. On va récupérer le flux annuel, qui est donc l'exposition au soleil de manière annuelle. La même chose au mois. Et on va avoir les données d'ombrage qui sont pas ici visualisables avec notre œil, hein. Ce sont des données encodées dans l'image de telle manière à ce qu'on ne puisse pas le lire. Donc c'est plus pour le traitement qui est après qu'on pourra traiter ça. Alors pour l'exemple, je vous ai montré ici,
prendre une donnée San Francisco. Je vais prendre une autre donnée hein, pour vous montrer que ça fonctionne sur des données en France. Ici, j'ai pris une donnée à Toulouse, donc à côté de Perpignan. Je vais zoomer sur le bâtiment que j'ai sélectionné, voilà, qui se trouve ici. Et donc pour ce bâtiment, eh bien sûr, je vais retrouver les informations eh bien, de sa boîte englobante, de ses différents pans de toit. A priori, ici, il a 4 pans de toit. On va avoir donc les panneaux solaires, les estimations de production d'énergie pour les différents emplacements de panneaux solaires. Et pareil, des configurations. Comme je vous l'avais dit, hein, ici on est sur une donnée qui est hors US, et donc on n'obtient pas d'analyse financière sur les économies possibles, en tout cas sur ce qu'on pourrait faire en France. Et enfin, pareil, les données de Google Solar Data Layers. On va retrouver le modèle de surface qui, ici, on voit bien. L'image RGB, donc l'orthophoto, hein, l'image aérienne. On peut s'apercevoir sur cette image aérienne que, voilà, par exemple, il y a un arbre à côté de la maison et que bah, le toit sera peut-être ombragé certaines parties de la journée. Le masque des toits, bien évidemment. Les flux annuels et mensuels. Alors, il y a quand même quelques limitations hein, à ce service Google Solar que j'ai essayé de lister ici. Déjà, petit 1, bah, les dates des données de Google. Google n'a pas forcément des données très à jour. Donc, si vous essayez d'étudier eh bien, un bâtiment qui est récent et qui se situe dans une zone qui ne serait pas forcément très scannée par Google, vous risqueriez d'avoir des surprises et donc d'avoir des informations manquantes. L'analyse financière non disponible hors US, bah voilà, ça on l'a vu, hein. Il y a toute une partie du service qui n'est pas disponible pour les utilisateurs, enfin pour les bâtiments qui se trouvent en tout cas en dehors des États-Unis. Après, c'est compréhensible, hein, Google se base sur le système américain pour faire des analyses de coûts. Et ils n'ont pas fait le même travail pour tous les pays dans le monde. Donc voilà. Et enfin, bah, pour utiliser ces transformers, il faut avoir un compte Google Cloud. Donc un compte Google Cloud avec une carte bancaire vérifiée et enregistrée, parce que chacune de ces requêtes en fait a un coût, hein. Ces requêtes ne sont pas gratuites. Euh, donc justement, bah là, vis-à-vis du développement des transformers, on a fait une estimation du nombre de requêtes qui ont été effectuées. Donc j'ai effectué environ 560 requêtes pendant le développement. Ça nous a coûté moins de 2 euros, hein. Donc c'est pour vous montrer que c'est pas forcément très cher comme service. Et en plus de ça, bah, Google offre tous les mois 200 $ de crédit. Donc pour nous, là, ça a été gratuit et il nous reste largement de la marge pour analyser des données supplémentaires. Ce transformer, il est donc disponible hein, sur le VStore. Vous pouvez le télécharger dès maintenant pour l'utiliser. Créer votre compte Google Cloud assez rapidement et puis analyser les bâtiments de votre commune, par exemple. Je vous remercie. C'était Alexandre Liséen pour la présentation de Data Connector. Et on va passer maintenant aux questions. Super, merci beaucoup, Alexandre. Merci également à Margot et à Vincent pour vos présentations respectives. On va pouvoir passer maintenant à la séance de questions-réponses. On a un petit quart d'heure devant nous, donc c'est bien, on a pas mal de temps. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en cliquant sur le petit bouton QR qui se trouve en bas de votre écran. Et on va attaquer en les prenant dans l'ordre. Donc, je pense que ça va concerner la présentation de Margot, j'imagine. Alors, pourquoi certains transformeurs ne se mettent pas à jour automatiquement? Monsieur Guillaumeau, Ok. qui pose la question. Mais alors c'est une bonne question. Je sais pas vraiment y répondre. Pourquoi, en tout cas par l'eau, ça fonctionne. Certains fonctionnent, d'autres Ouais. fonctionnent pas. Il y a certains transformeurs qui sont plus techniques pour lesquels il faut toujours une Ben, intervention manuelle. oui, parce Je, que je pense que certains transformeurs nécessitent un nouveau paramétrage et donc ça oui, ne peut pas être fait oui, de manière automatique. oui, Je oui. pense que souvent, enfin historiquement, les transformeurs un peu compliqués sont des transformeurs liés à la géométrie, pour lesquels il y a beaucoup de paramètres, notamment numériques.
C'est souvent comme ça. Là, je ne sais pas si tu as eu plus Là, c'était d'expérience le là-dessus. HTTP Caller. Non, pas beaucoup le Ou HTTP HTTP Caller, Caller c'est là vrai qu'il y et a là aussi beaucoup de c'était paramètres. Ouais, exact. ouais, c'était des paramètres plus liés à l'optimisation de la requête qui ne passaient pas Paramètres un peu complexes. ouais, ouais, ouais. OK. Question de cupage. On pourra donc ouvrir le Workbench modifié avec FME 2024 dans un ancien FME si on n'a pas mis à jour le transformer. Donc là, non. Alors non, on aura une oui, non, bon, enfin on n'aura pas la mise à jour et On- on on- aura une alerte quoi. ouais, on est bien d'accord, hein. Donc, il n'y avait pas possibilité d'ouvrir avec une version ancienne de FME un projet qui a été produit avec une Mm. version donnée. Ouais. Spectateur anonyme, voit-on en détail les paramètres options qui changent lors de la mise à jour des transformers? Alors, oui, je Ouais. ne l'ai pas montré dans le rapport qui est généré. Il y a un attribut, une colonne qui décrit mais un peu brièvement ce qui a été fait. En revanche, si on va dans le navigateur et qu'on analyse transformer par transformer, alors là, on a un vrai détail de tous les paramètres qui ont été modifiés et que l'on peut mettre à jour. Ok. Le transformer designer est-il amené à remplacer les transformers personnalisés? Bon, tu as répondu déjà. Ouais, non, 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 Non. on continue à faire des transformers personnalisés dans Ok. le Workbench. Parfait. On a plusieurs questions sur l'assistant d'IA. Est-ce Oui. que tu peux, ben, je te pose tout un peu en vrac. Est-ce qu'il est gratuit? Comment ça marche? Est-ce qu'il faut déclarer un compte? Et quelle est la technologie qui est utilisée derrière? Est-ce qu'on sait ça? Ok. Pour l'assistant IA que l'on a de disponible donc, dans tous ces transformers, Python Caller, le SQL, etc. Moi là j'ai employé un jeton propriétaire de Safe et je n'ai rien eu je n'ai pas utilisé mon propre jeton, ma propre connexion et l'IA utilisée pardon est Azure OpenIA. D'accord, Donc ok. là, j'ai employé le jeton de Safe. En revanche, on peut employer son propre jeton de connexion et on peut aussi solliciter, enfin, se connecter à OpenAI si on a un jeton. D'accord, ok. Donc on peut utiliser son propre jeton. Ok, peut-être Oui. que ça aurait résolu les problèmes de limitation de nombre d'objets que tu as souligné lors de ta présentation. Non, Avec le reader, non, non. ça En tout change cas, rien. j'ai fait des tests, ça n'a pas été Ça concluant, change peu rien. importe D'accord, le jeton employé. d'accord. Ok. Monsieur Dufay nous demande, peut-on poser, question intéressante, peut-on poser des questions en français à l'IA, même donc avec une version anglaise de FME? Oui, 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 tout à fait. Je ne sais pas si le résultat enfin, est tout aussi bon, j'en sais rien en fait, mais ça fonctionne très bien si on lui parle en français. Par contre, me semble-t-il, le résultat est toujours enfin, en anglais dans la mesure où les noms d'attributs, par exemple dans le cas Oui, du oui. reader, Oui, oui, sont en voilà, anglais. voilà. Par contre, ce qui retournait les noms, là, c'est tout à fait ça. Mais il interprète bien. Je lui explique, je veux un attribut nom. Il va effectivement me retrouver un attribut name, mais il comprend le mot nom et il le retourne en anglais. OK. Monsieur Maillot, que nous saluons, parce qu'il est, d'abord, on le salue comme tous les participants, et plus particulièrement parce qu'il s'est levé très tôt pour assister à la conférence à partir de la Guyane. Donc, alors, il nous pose plusieurs questions. On va vous répondre, Monsieur Guyot, par l'intermédiaire du support. Par contre, vous soulevez une question liée au système de projection pour la Guyane. Donc, ça me donne l'occasion de vous dire il y a pas mal de changements au niveau des systèmes de projection au niveau de l'IGN, hein, qui a défini un nouveau système de référence qui s'appelle, je parle sous le contrôle de Romain, RGF 93 V2B. Donc, système qu'il va falloir intégrer progressivement et rapidement dans les systèmes de projection supportés par FME. Donc, ça fait partie d'un gros projet qui est en chantier chez nous actuellement. Il me semblait que c'était à la fois un peu tôt et surtout trop technique pour être abordé pendant la conférence. En tout cas, sachez qu'on travaille sur ce sujet et ça fera sans doute l'objet d'un blog ou en tout cas d'un article sur notre site web.
Question de Monsieur Chauvet, les outils IA sont-ils limités? Donc, bon, on a déjà répondu, hein, donc il n'y a pas de limite par rapport à ça, mais on peut utiliser son propre jeton. Alors, quels sont les IA disponibles dans le reader génératif AI? Oui, en termes de modèles de données. Pardon, c'est pas de modèles de données, c'est de modèles d'IA. Est-ce qu'on a plusieurs choix? Il me semble avoir vu la version 3.5 de Oui, ChatGPT. oui, il y a Est-ce qu'il plusieurs y en a modèles. d'autres? Oui, 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 il y a plusieurs modèles. En ce qui concerne ChatGPT, on a plusieurs modèles. Alors les turbos, tous ces modèles-là, je suis pas très calée hein, sur les différents modèles, mais en tout cas, il y a une liste de modèles que l'on peut solliciter. Et puis on peut aussi solliciter, comme j'ai dit, Azure, bon, OpenAI aussi. On a deux, deux IA à Deux notre sources, disposition. d'accord. Monsieur Wenderlich nous demande si le serveur, donc la machine, hein, FME, doit avoir accès à Internet, hein. Oui. Oui, 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 je vois pas autrement. Ouais, ouais, ouais. Mm, mm. Donc effectivement, si vous faites tourner votre traitement sur un fameux flow qui n'est pas connecté à Internet, vous ne pourrez pas récupérer des informations à partir d'OpenAI. Question de Bessaglio, encore, s'appuie-t-il, alors les outils IA s'appuient-ils sur une IA propre à Safe Software? Bon, tu as répondu déjà, hein. Donc ça, je vais passer. Euh, passer d'un vieux, alors quand quelqu'un nous pose la question, passer d'un vieux et ce fameux serveur 2018 ou plus vieux vers 2024 poserait-il problème avec les nouvelles normes de sécurité, de chiffrement? Donc ça, c'est plutôt une question pour Vincent, je pense. Ouais, alors théoriquement non, hein, puisque de toute façon les règles de sécurité n'existaient pas à ce moment-là, donc FME Flow va rechiffrer. Après, quoi qu'il en soit, il faut quand même tester avec les backups, garder bien précieusement les backups, et puis vous pourrez tester si besoin. Mais normalement, non, il ne devrait pas y avoir de décalage. Après, ça date un peu FME 2018 maintenant, donc il y a quand même pas mal de nouveautés, mais ça devrait fonctionner. Ok. Bon, désolé Vincent, on passe directement aux Oui. questions pour Alexandre. Le service Google Solar est-il disponible pour la France? Oui, donc déjà tu as répondu, mais est-ce que tu peux donner un peu plus d'indications? Est-ce que toute la France est couverte, notamment les territoires ultramarins, la Guyane, est-ce que tu sais, la Réunion, tout ça? Est-ce que tu sais? Alors en fait, il y a une carte détaillée hein, qui est proposée par Google Solar pour savoir les endroits où il y a des données, où Google Solar peut travailler et les endroits où il ne peut pas. Donc ça, vous pouvez retrouver ça sur le site de Google Solar, hein, Hmm. les informations de comment ils ont produit ces données et d'où, comment dire, de la carte de d'où est-ce qu'on peut requêter. Tout ça, c'est disponible Hmm. sur leur site. Oui, donc vous avez bien compris que nous ne sommes qu'un modeste intermédiaire. On vous donne accès au service Google Solar, mais nous ne sommes en rien concernés dans la production, la commercialisation de ce service, hein. Peut-être qu'il ne marche pas du tout, que les données sont fausses, pas bonnes. Bien entendu, aucune garantie de notre part. Toujours question sur Google Solar. Faut-il un compte Google spécifique puisque ce service utilise des API? Ouais, tout à fait. C'est pour ça que je parlais de Google Cloud. On pourra distinguer un compte Google classique Gmail, euh, comme vous avez l'habitude d'utiliser, et un compte Google qui est plutôt, enfin Google Cloud, qui est plutôt dédié à l'utilisation de ces API. Donc c'est bien un compte Google Cloud qu'il faut, avec donc la carte enregistrée, les API activées. Il y a une interface pour configurer son compte Google Cloud qui est assez facile à prendre en main. Donc voilà. Oui, ça prend un peu de temps quand même. On l'a fait ensemble et bon, voilà, il faut peu de temps pour configurer ça. Mais ça se fait. Bon, une autre question sur la localisation du service. A priori, c'est au moins sur toute la France métropolitaine, hein. Vous avez pu voir qu'il y a un exemple sur Toulouse-Jeu et non pas Toulouse-Jeu. Donc, c'est pas que les villes et c'est pas que Paris. Autre question de Segui. On peut s'appliquer Google Solar à ses propres bâtiments? Oui, bah, je te laisse répondre. J'ai pas compris la Oui, oui, question. est-ce Est-ce qu'on qu'on peut utiliser peut... Google Solar sur ses propres Oui, bâtiments? oui, oui. Ouais, ouais, tout à fait, c'est fait pour ça, hein. En fait, pour n'importe quel bâtiment en soi, euh, vous pouvez tirer des analyses en plaçant un point sur une carte et après Hmm.
peu importe le bâtiment où il se trouve, tant qu'il se Voilà. trouve dans les zones de données de Google Solar, il n'y a pas de problème. La seule limite, donc, c'est l'ancienneté des données. Mais ça, vous pourrez voir rapidement, puisqu'il y a, à partir de l'orthomage, vous verrez bien si votre bâtiment existe ou pas. Donc, si c'est un vieux Oui, bâtiment, il n'y a pas de, il y là. a pas de doute. Et puis l'information est donnée, vous avez la date de capture de la donnée En plus, qui est d'accord. répétée à plusieurs endroits, voilà, c'est une information vérifiable. OK. Alors, peut-être qu'on peut dire que nous, on a développé ce transformer, surtout toi, Alexandre, mais en aucun cas, on ne l'a mis en pratique, en production. Donc, on n'a pas de retour d'expérience sur de la production en masse, par exemple. Donc, si vous faites des tests de votre côté, n'hésitez pas à nous faire remonter l'information. Bien sûr, ça nous intéresse. Ça nous permettra éventuellement d'améliorer le développement s'il y a des soucis de notre côté. Dans tous les cas, on sera très, très intéressé par ce type de retour d'expérience. Google Solar envoie-t-il l'existence de panneaux? Non, non, il va pas détecter l'existence de panneaux, il va détecter simplement les toits, enfin simplement. Il va analyser les toits et faire des propositions d'où est-ce qu'on pourrait en installer, mais il va pas s'adapter à une installation déjà existante. Voilà. Alors, une question de Monsieur Jo. Voilà, je ne connaissais pas du tout ce service de Google. Est-ce que leur méthodologie est documentée et accessible? Il y a une grosse documentation. Maintenant, est-ce qu'ils expliquent exactement comment ils produisent les données, comment ils tirent leurs analyses? Je suis pas allé fouiller jusque-là. Peut-être qu'il y Voilà. a des notes de blog effectivement qui expliquent ce genre de choses, mais c'est pas le fond du cœur de la documentation de Google Solar. Cher Blanc nous pose une autre question. Voilà, sur l'existence des panneaux solaires existants. Donc, tu as déjà répondu. Christelle Bisson d'Arcité nous demande euh, Google Solar a-t-il déjà été testé sur des données en France? Et si oui, les résultats sont-ils adaptés au contexte français? Alors oui, après ça veut dire quoi le contexte français? Là, la seule donnée qui pourrait s'adapter en fonction du contexte, ce serait l'analyse financière. Et c'est justement sur ce point que Google dit bah nous là on peut rien, enfin on peut pas donner d'informations en dehors des États-Unis car le contexte va modifier cette analyse financière et ils peuvent pas, ils l'ont pas fait pour les autres pays en dehors des États-Unis. Pour tout ce qui est le reste, enfin pour tout le reste, il n'y a pas vraiment de contexte à prendre en compte. La géométrie, qu'elle soit aux États-Unis ou en France, ce sera la même. Les toits qui sont en France ou aux États-Unis, ce seront les mêmes. Enfin, ils sont analysés de la même manière. Hmm. Merci. Oui, une autre question concernant les économies d'électricité. Là aussi, bien sûr, c'est lié au Au contexte, contexte. j'imagine, états-unien en l'occurrence. C'est sans doute pas applicable directement. En tout cas, c'est une source d'information voilà, qui existe et qui devrait vous permettre d'avancer sur cette étude. C'est ça. Je Euh, permets de terminer là-dessus. L'analyse oui, financière, Google a éventuellement fait une note sur comment, en dehors des États-Unis, calculer une analyse financière, tirer une analyse financière à partir de leurs données. Mais du coup, il faut beaucoup plus de données supplémentaires et on ne peut pas se baser simplement des données Google Solar pour la faire en France. Voilà. Et donc, euh, voilà, je- c'est intéressant. Ils ont publié voilà. ça sur leur site. Vous pouvez aller voir ça. Oui, merci Alexandre. Bon, autre question sur le coup, mais tu as répondu. Ah, on revient à IGNF Connector. Tous les transformers ne sont pas fonctionnels actuellement. Par exemple, le service isochrone. Comment être informé de l'état de la migration des flux lors du téléchargement depuis VMAP, depuis VStore, j'imagine. Question de Madame Buisson encore. Donc, les D'accord, il transformers faut. IGNF Connector, effectivement, on a eu des soucis liés à la migration. Ouais, tout à fait. Pensez à retélécharger les dernières versions. On a eu des versions un peu intermédiaires, notamment, je pense, là, vous parlez d'Isochrone. Le service d'Isochrone est un service qui est venu, qui a été migré très très tard à l'IGN et qui a été rendu disponible via la plateforme GeoPlatform que très tard. Donc nous, on a fait une mise à jour et normalement, on a adapté le service, enfin le transformer isochrone pour le jeu portail, mais ça s'est fait pareil assez tard. Et donc peut-être que vous avez téléchargé une version qui ne contenait pas ça. Donc pensez bien à télécharger la dernière version, sinon revenez au support et on verra ça ensemble. Merci. Milan de Neuville. Concernant les flux mensuels de l'ensoleillement, donc on est revenu à Google Solar.
La donnée précise-t-elle pour chaque mois de l'année pour la comparaison? Alors, attendez. Ouais, en gros, est-ce qu'on a bien les données mensuelles? Est-ce que préciser le détail des données de flux d'ensoleillement? Est-ce qu'on- Je crois que ça Moi, prendrait du temps de détailler les données qui se trouvent à l'intérieur hmm, des images ou des réponses des deux transformers. Je pense que si vous êtes intéressé par vraiment le résultat qu'on peut récupérer par les transformers, peut-être la première chose à faire, c'est d'aller sur la documentation de Google Solar euh, ouais. pour voir ce que vous pouvez en tirer et après voir comment vous pouvez récupérer ces informations après via FME et via ces transformers. Euh, Retour à l'assistant IA. Question de Monsieur Lebar. Comment fonctionne le système de crédit dans l'assistant IA et son composant développé par Safe? Alors, le système de crédit, Alors, si je dis pas de bêtises, ouais, je crois que l'assistant d'IA, il n'y a pas de crédit. Je crois ouais, c'est qu'on ça, peut hein. Voilà, je pense l'utiliser que c'est ça, hein. jusqu'à ce qu'il y ait une erreur C'est globalement. c'est On ce que peut disait Margot utiliser tout à l'heure. leur clé propriétaire qui est inscrite dans le logiciel. Et après, vous pouvez utiliser votre propre clé OpenAPI ou Azure OpenAI. Open- Clé OpenAI, pas OpenAPI. Euh, et à ce moment-là, là, vous serez décompté à la requête. Et vous pourrez voir dans votre propre dashboard OpenAI ou Azure Mm. OpenAI la consommation. Mais la clé propriétaire Safe Software n'a pas de limite a priori. Alors, on va Mais vite. enfin, peut-être n'assure pas de réponse. Excuse-moi, Olivier. D'accord. Vas-y. Oui, on n'a plus qu'une minute et il y a plein de questions. Bon, on a d'autres questions sur les dômes pour la Réunion, etc., pour le solaire, mais tu as déjà répondu. Question de Monsieur Bedemoulin. Question de Nicolas, est-il prévu de développer un connecteur pour le géoportail de l'urbanisme? Alors ça, je peux répondre directement pour dire que pour l'instant, on n'a pas de plan pour l'année prochaine, mais si vous avez des idées de données qui pourraient intéresser beaucoup d'utilisateurs, n'hésitez pas à nous les faire remonter tout simplement par l'intermédiaire du support pour étudier pour l'année prochaine les investissements que nous allons faire pour développer de nouveaux transformeurs. Question de Grégory Baudet, Data Connector, est-il prévu de mettre à jour ou de redévelopper un Data Connector pour l'API Sirène V4? Là, je peux répondre. Je ne savais pas qu'une API Sirène V4, donc si c'est le cas, ce sera un bon candidat. Donc, c'est une question à étudier, c'est intéressant.